Au sommaire de cette édition, les Maliens ont voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel qui s'annonce crucial pour l'accord de paix de 2015. Les Zimbabwéens votent ce lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier. Et puis, référendum constitutionnel aux Comores, les Comoriens ont commencé à voter dans un climat tendu ce lundi. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les Zimbabwéens ont commencé à voter ce lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe. La course pour la fonction suprême se joue entre l'actuel président Emmerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Un total de 23 candidats sont en lice pour la présidentielle, organisée en même temps que les législatives et les municipales. Ces premières élections de l'ère post-Mugabe suscitent un fort engouement. À Harare, des Zimbabwéens faisaient la queue devant les bureaux de vote depuis 2 heures GMT. Je veux voter pour quelqu'un de nouveau, de très nouveau. Ceux qui sont là maintenant n'ont rien fait pour améliorer nos vies. Et à l'âge de 30 ans, je devrais avoir une vie décente. Au niveau économique, nous voulons un changement et c'est ça le plus important. L'économie du Zimbabwe est en berne. On veut améliorer les choses pour qu'on puisse avoir un travail. Je n'ai jamais eu de travail permanent. Les bureaux de vote doivent fermer à 17 heures GMT et les résultats sont attendus d'ici le 4 août. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre. Par ailleurs, l'écart entre les deux principaux candidats à la présidentielle s'est récemment réduit dans les sondages. Selon un sondage publié il y a 10 jours par le groupe Afrobarometer, le président Emmerson Mnangagwa est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour l'opposant Nelson Chamisa. Ce dernier a déjà voté à Harare. Alors que les Zimbabwéens se rendent aux urnes, l'ancien président Robert Mugabe a laissé entendre à la veille de la présidentielle qu'il voterait pour Nelson Chamisa, le chef du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique, et son ennemi historique. On le suit. I was sacked. J'ai été viré du parti que j'ai fondé, la ZANU-PF, avec des gens comme Simon Muzenda, ancien vice-président, et d'autres. J'étais considéré maintenant comme un ennemi. Un ennemi. I have said J'ai dit, les deux femmes ne semblent pas offrir grand-chose. Alors quoi? Qui reste-t-il? Je pense qu'il n'y a que Chamisa. I think it's just Chamisa. Les Maliens ont voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel qui s'annonce crucial pour l'accord de paix de 2015, destiné à mettre fin aux violences djihadistes qui gagnent d'autres pays voisins du Sahel. Plus de 8 millions d'électeurs étaient convoqués ce dimanche pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou choisir un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une seule femme, Djeneba Ndiaye. Selon les premières constatations d'observateurs électoraux, le taux de participation n'était pas connu dans l'immédiat, mais s'annonçait faible. Alors que les bureaux de vote sont fermés, la mission d'observation électorale de l'Union européenne demande aux autorités maliennes de rendre publique la liste des bureaux de vote où le vote
n'a pas pu avoir lieu. La mission d'observation de l'Union européenne demande aux autorités maliennes de publier, de rendre publique la liste des bureaux de vote là où le vote n'a pas pu avoir eu lieu en cette journée. C'est important pour ce qui nous concerne, pour ceux qui regardent la transparence, puisque pour nous c'est une priorité, la transparence, la traçabilité, mais surtout l'intégrité de l'élection. Les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires d'ici au 3 août, avant un éventuel second tour le 12 août. Mais malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères, selon le ministre de la Sécurité intérieure, de nombreuses attaques visant le matériel et les agents électoraux ont été signalés dans le nord et le centre du pays, tandis que l'affluence semblait timide à Bamako. Il faut dire que la présidentielle malienne s'est tenue ce dimanche avec quelques incidents signalés dans le centre et le nord du pays. Des électeurs ont livré leurs attentes et leurs espérances quant à ce premier tour de l'élection présidentielle. Écoutons quelques réactions au micro d'Alima Ben Touré, notre correspondante à Bamako. Actuellement, au Mali, il y a un problème d'insécurité, mais je vote aussi et j'ai l'espoir que ça va changer. C'est pourquoi je suis venu voter, exprimer vraiment ce que je veux et convaincre. J'ai aussi convaincu mes femmes de venir voter pour un changement, c'est-à-dire pour le meilleur pour le Mali, quoi. Si j'ai eu l'opportunité de venir voter ici, tel n'est pas le cas de bon nombre de mes compatriotes qui n'ont pas pu avoir accès à leur bureau de vote, faute de sécurité. Donc je me réjouis pour moi-même. C'est un sentiment de joie qui est mitigé parce que c'est un droit à tous les citoyens. Malheureusement, certains n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc je prie le bon Dieu afin que ces élections se tiennent vraiment dans des conditions apaisées, qu'on ait une période post-électorale apaisée. On en a besoin aujourd'hui. Le Mali, c'est vraiment un pays qui est dans une situation instable sur le plan notamment sécuritaire. Donc il serait vraiment bon qu'on puisse vraiment assister à une période post-électorale apaisée, que le président qui sera élu soit vraiment un président accepté par tous. Bon, la première des choses, moi mon vœu d'abord, c'est que le Mali s'en sort dans cette situation qu'on vit maintenant. Les temps sont durs, c'est vrai. Et puis aussi, je souhaite aussi que le Mali ait un président qui puisse agir au nom des Maliens. Que le Mali ait un président choisi par les Maliens, pour les Maliens et qui agisse envers les Maliens. Ça vous fait mal? Moi, je dis jusqu'à Niamana, je viens pour voter, je n'ai pas pu trouver ma carte de vote. Moi, je n'ai pas la solution, donc je vais aller. Je suis malien. J'ai mon droit de voter aussi. Si je n'ai pas pu trouver, comment je vais faire? Je vais rentrer? C'est pas possible. Comment je peux venir 3 fois pour mon carte de vote, je n'ai pas trouvé? Est-ce que c'est possible? Depuis 7 h du matin aussi, je n'ai pas pu trouver. Donc moi, je vais rentrer. Il y a d'autres missions qui attendent nos candidats. Ils ont présenté des programmes. Donc on les attend par rapport à ça. On reste dans ce même registre. Les Comoriens votent ce lundi dans un climat tendu lors d'un référendum constitutionnel destiné à permettre au président et ancien putschiste Azali Assoumani de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Mais le scrutin est boycotté par l'opposition. Les opérations de vote ont débuté ce lundi avec près de 2 heures de retard dans la capitale Moroni, en l'absence de matériel électoral, à l'heure théorique de l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, soit 4 heures GMT. Le référendum, dont l'issue fait peu de doutes en raison du boycott de l'opposition, se déroule sous haute tension. Quelques 300 000 Comoriens doivent répondre à la question « Approuvez-vous le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001, révisé en 2009 et en 2013 ?» Ce projet renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État. Il lui permet de se présenter pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans, alors que l'actuelle constitution, qui a permis de ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'État, l'interdit. Le texte supprime aussi les postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de l'archipel. Enfin, il fait de l'islam la religion d'État dans ce pays où l'écrasante majorité de la population pratique un islam modéré. Ce lundi,
Les urnes en plastique ont été saccagées dans 2 bureaux de vote situés dans une école du quartier de Ankounou à Moroni, ont constaté des journalistes. Les bureaux de vote doivent fermer à 16h, soit 13h GMT. Les résultats pourraient être connus dès la nuit de lundi à mardi. Le Togo abrite 3 sommets sous-régionaux. Les chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, de l'UEMOA et CEAC se donnent rendez-vous dans la capitale du 30 au 31 juillet pour parler de la sécurité et d'autres éventuels problèmes sur le continent africain. La crise sociopolitique du Togo sera abordée au cours du sommet de la CEDEAO. Suivez ce reportage d'avant le sommet de notre correspondant au Togo, Ferdinand Galé. En 48 heures, 3 grands sommets, plus d'une vingtaine de chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se réunissent dans la capitale togolaise du 30 au 31 juillet. Il faut dire que c'est le Togo qui préside la CEDEAO et depuis quelques années, le Togo a renoué avec la communauté internationale, avec surtout une diplomatie agissante, ce qui favorise la tenue des réunions au Togo où les conditions sécuritaires sont réunies. Et donc, nous souhaitons juste que les travaux se déroulent bien. Ils veulent mutualiser leurs efforts pour contrer la menace d'insécurité qui sévit sur le continent africain depuis quelques années. Sur ce, les ministres des Affaires étrangères et ceux chargés de la défense et de la sécurité de ces organisations se sont rencontrés samedi pour préparer les documents des déclarations des chefs d'État. De ces 3 sommets, celui de la CEDEAO intéresse plus les Togolais. Ils attendent de ce sommet des mesures pour mettre fin à la crise sociopolitique que traverse ce pays depuis le 19 août 2017. Il faut d'ores et déjà remercier les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Ouest qui ont senti la nécessité de contribuer à la résolution de la crise togolaise, de trouver avec l'ensemble des acteurs togolais une situation définitive pour empêcher une déstabilisation du pays qui pourrait éventuellement affecter également la communauté. Selon certaines sources, il faudra que la mouvance et l'opposition, notamment la coalition des 14 partis, assument et respectent les décisions qui sortiront de cette rencontre des chefs d'État pour conjuguer au passé la crise au Togo. Et puis, en vacances au Brésil, Neymar revient sur les critiques sur ses chutes à répétition pendant la Coupe du Monde. La star du Brésil et du Paris Saint-Germain admet des exagérations et demande de l'aide pour se relever. Vous pouvez penser que j'exagère, et parfois c'est vrai que j'exagère. Mais la vérité, c'est que je souffre sur le terrain. Tels sont les propos de la star du Brésil et du Paris Saint-Germain Neymar en réponse aux critiques sur ses chutes à répétition pendant la Coupe du Monde. Le joueur le plus cher de l'histoire du football explique que quand il est impoli, ce n'est pas parce qu'il est un enfant gâté, mais c'est plutôt parce qu'il n'a pas appris à être frustré. Éliminé avec le Brésil en quart de finale du mondial en Russie, Neymar, actuellement en vacances au Brésil, explique également qu'il lui a fallu du temps pour accepter la critique, pour se regarder dans le miroir et se transformer en homme nouveau. Je tombe, mais seul celui qui tombe peut se relever, conclut-il. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente journée à tous en compagnie des programmes de Sika TV.